Bonjour à tous et à toutes pour ce sprint 14 de Readmetrics. C'est le premier sprint de l'année, même si on est en février. Toujours plein d'enthousiasme pour cette nouvelle année qui arrive, surtout qu'on a plein de choses et on a beaucoup de monde qui vient maintenant au webinaire. On en reparlera avec Fred. Les points à traiter, enfin les points clés de ce sprint, c'est, moi je considère ça comme une évolution majeure d'EasyMesure qui consiste à ouvrir encore plus les données d'usage. Donc jusqu'ici, en fait, nos principales cibles, objectifs, c'était de vous permettre, vous, établissement, d'accéder à vos données d'usage, qui sont de deux types, hein, potentiellement, soit EasyParse, soit des données éditeurs. Grâce à ça aussi, ça nous permet de proposer EasyMesure comme un dépôt centralisé donc au niveau ESR, et donc du coup les négociateurs peuvent accéder à des données agrégées d'une envergure nationale, et donc du coup ça leur donne des outils dans leur négociation. Donc ça, c'était les deux principaux pans des EasyMesure. Mais vous savez aussi que comme on opère aussi au niveau INIST des applicatifs de type ISTEX, de type BIP CNRS, etc., PANIST, on produit aussi les données d'usage de ces applicatifs. Donc, ils servent bien sûr aux gens qui gèrent ces projets, hein, pour mesurer les usages. Mais ces espaces applicatifs, la nouvelle fonctionnalité phare d'EasyMesure, c'est de ouvrir ces espaces applicatifs pour les établissements dans un sous-ensemble qui les concerne. Et donc, c'est ce que vous a proposé les espaces applicatifs avec des tableaux de bord filtrés. Donc, au cours des webinaires de présentation, on a expliqué un peu en quoi ça consistait et quels étaient les mécanismes présents dans EasyMesure, en particulier la fiche établissement qui nous permettent de gérer tout ça. Au cours de ce sprint, on va vous faire un retour sur vraiment cette fonctionnalité phare qui semble bien trouver son public, hein. Vous êtes nombreux à assister au webinaire et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous est utile. Donc voilà, c'est le gros point de ce sprint. Ensuite, les deux autres points, le 2 et le 3, bon, ils sont un peu liés. Le deuxième point, c'est un peu une histoire un peu de com, en fait, dans le sens où on parle beaucoup de sobriété numérique. Donc, sobriété numérique, ça peut paraître un oxymore, hein, parce que quand on est dans le numérique, on n'est pas trop dans la sobriété. Mais bon, il est clair qu'il faut qu'on s'attaque à ce dossier. Même si on l'a en fond en permanence, c'est bien d'étiqueter aussi les choses. Moi, j'aime bien étiqueter les choses. Et donc, du coup, c'est en lien aussi avec tout ce qui est travail de fond et chantier structurant, dans le sens où potentiellement, on va mettre en place au niveau du travail de fond des choses qui vont nous permettre de mieux gérer l'objectif de sobriété. Voilà. Donc c'est ce qu'on va montrer Yannick, Tom et puis Léo. Voilà. Donc voilà pour les points clés de ce sprint. Et je passe la main à Léa, du coup, qui va nous présenter la suite et l'animation de la communauté. Merci Dominique. Donc moi pour commencer, je vais vous donner des nouvelles du blog et de la documentation d'EasyMesure. Donc je vous rappelle que le blog, il vous permet d'accéder aux actualités, aux agendas des rendez-vous et aux nouvelles fonctionnalités des modules de Readmetrics. Et la documentation, quant à elle, elle prend la forme d'un guide d'utilisation pour vous accompagner et faciliter l'utilisation de nos outils dans EasyMesure. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, les liens s'affichent à l'écran. Donc, j'ai eu l'occasion de publier un nouvel article dans le blog qui concerne l'ajout des nouvelles fonctionnalités dans EasyMesure dans la période du 7
au 20 janvier 2026. Et puis, j'ai également mis à jour le guide d'utilisation d'EasyMesure. Donc, dans la section espace partagé, la méthodologie qui permet de remplir le formulaire de demande de modification du MR. Donc, suite à l'ouverture de l'espace applicatif BIP CNRS UMR, dont Fred et Tom vont vous parler ensuite. Et puis, j'ai également ajouté une nouvelle catégorie qui concerne les packages dans EasyMesure. En ce qui concerne les supports mutualisés, Fred et moi-même en avons animé plus de 7 depuis le début de l'année, dont un petit peu particulier, puisque habituellement, chaque utilisateur se connecte individuellement au support mutualisé, mais lors du support du 19 janvier 2026, prise en main des tableaux de bord génériques, c'était tout l'établissement de la BU de Nanterre, dont certains membres qui n'étaient pas encore inscrits dans EasyMesure, qui étaient présents. Donc, nous avons présenté la prise en main des tableaux de bord en l'adaptant à la situation. Et puis, cela va déboucher sur une proposition pour un support personnalisé, comme nous l'avions déjà fait pour l'Université de Toulouse et de Bordeaux. Comme annoncé lors de notre dernière sprint, la documentation utilisateur EasyMesure est en ligne, donc elle prend la forme d'un guide d'utilisation. Elle est accessible via un bouton sur realmetrics.org, notre page présentation de la suite logicielle, et sur EasyMesure via un petit bouton dans le menu. Donc, dans la continuité de cette mise en ligne, nous avons organisé un webinaire nommé Présentation générale de la documentation utilisateur le 26 janvier 2026, au cours duquel ont assisté 29 participants et durant lequel j'ai présenté les différentes informations relatives à ce guide d'utilisation. Ce webinaire sera par ailleurs rejoué à une date ultérieure. Donc, je vous invite à aller consulter cette nouvelle documentation dont le lien apparaît à l'écran. Et n'hésitez pas à nous faire des retours par mail si vous souhaitez nous faire part de remarques, de demandes de correction ou d'ajouts que vous souhaiteriez voir à l'adresse easyteam@couperin.org. Par ailleurs, Fred et moi-même allons procéder au cours du mois de février à l'archivage d'articles dans le blog qui se trouve dorénavant dans le guide d'utilisation. Par exemple, la catégorie tutoriel du blog se trouve dorénavant dans la partie personnalisation des tableaux de bord. Dans la slide suivante. Donc, nous avons également animé avec Tom et Fred le webinaire du 2 février 2026 qui concernait le module EasyCounter en vue de la préparation de l'enquête ESGBU. Donc, il s'agissait de faire un rappel sur le module EasyCounter afin que vos données soient à jour pour la prochaine enquête ESGBU. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ce module en vérifiant que votre bandeau est vert, comme affiché à l'écran, afin d'être moissonné. Et si jamais il ne l'est pas, vous pouvez vérifier que vous avez bien terminé votre saisie et que vos points d'accès avec des identifiants invalides soient désactivés. Et je vais maintenant laisser Fred vous parler des autres webinaires qui ont eu lieu. Merci beaucoup, Léa. En effet, pendant ce sprint, nous avons présenté pas mal de webinaires, ceux que Léa vient vous exposer, et en plus ceux qu'évoquait aussi Dominique en présentation. Tout d'abord, eh bien, en début d'année, on a présenté un webinaire pour le nouvel espace applicatif BIP CNRS UMR. Donc, l'espace qui a été ouvert le 6 janvier pour 128 établissements. À cette occasion, on a eu la participation de nos collègues de l'INIST, de l'équipe Portail avec Dolores et de l'équipe négociation-acquisition avec Xavier. On les remercie beaucoup. Et voilà, nous, on vous a présenté ce nouveau tableau de bord hein, qui vous permet de voir les usages de vos UMR des établissements. On vous a aussi exposé la possibilité de modifier eh bien, les codes UMR qui ont été mis en base de données avec le référentiel RESEDA. Et Tom l'évoquera justement après par rapport à cette fonctionnalité qui est possible maintenant dans EasyMesure. Donc, on avait 56 participants, donc on vous remercie de votre participation. Et puis, on a enchaîné eh bien, avec un autre webinaire
avec l'ouverture de l'espace Click and Read, hein, donc qu'attendaient pas mal de collègues, eh bien, cet espace était ouvert le 26 janvier pour 78 établissements partenaires. Donc là, pour ce webinaire, eh bien, c'est Dolores et Laureline de l'équipe Portail qui ont présenté donc, le tableau de bord que Laureline avait réalisé. Donc, merci beaucoup aussi de leur participation active. Et puis, vous étiez 61 participants pour ce webinaire. Donc, c'est vraiment, on vous remercie beaucoup de votre participation active à ces webinaires. Et comme disait Dominique, on se rend compte qu'il y a pas mal de demandes par rapport à ces nouveaux espaces applicatifs. Les slides, alors pour ceux qui n'ont pas pu assister à ces webinaires ne sont pas enregistrés, hein, puisque nous montrons des données personnelles d'un établissement pendant ces présentations, donc des cas d'usage, et notamment le cas de Lyon 1 avec notre collègue Marie-Hélène Bourra, qu'on remercie beaucoup aussi pour son aide. Et donc, eh bien, vous avez quand même la possibilité de venir sur le blog récupérer les slides de présentation qui contiennent eh bien, les liens et les adresses utiles justement pour recontacter eh bien, soit l'équipe EasyTeam, soit l'équipe Portail, soit l'assistance Portail, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ces présentations. Puis bien sûr, nous pensons déjà par la suite à rejouer bien ces webinaires pour BIPS NRS et pour Click and Read dans les prochaines semaines. Alors, on va faire une rétrospective de tous ces espaces applicatifs qu'on vous a évoqués depuis le début, depuis l'année dernière, hein. Donc, c'est une avancée majeure dans les mesures, comme disait Dominique. On a commencé l'année dernière le 10 juillet, avec le premier espace applicatif qui était destiné aux données de test.fr pour la baisse, avec un espace commun et des données ouvertes à l'ensemble des établissements. Ensuite, on a enchaîné avec la plateforme Istex, donc les données d'Istex, présentées conjointement avec Mathis, hein, qu'on remercie aussi beaucoup, qui avait élaboré un super tableau de bord pour les collègues des établissements, 156 établissements, et l'ouverture s'est faite bien le 28 juillet. Et puis quelques mois plus tard, eh bien, on a enchaîné avec l'espace BIPS NRS, hein, UMR, le 6 janvier, ouvert pour 126 établissements. Et puis, comme je venais de l'annoncer, le dernier espace, eh bien, c'est Click and Read, ouvert le 26 janvier pour, alors il y a une petite erreur, c'est 78 établissements, donc on corrigera la slide, 78 établissements partenaires. Alors, je vais laisser la place maintenant à Thomas qui va vous parler de l'espace consortial d'EasyMesure. Merci Frédéric. Donc c'est une sorte de nouvelle sous-section là dont on a commencé à vous parler au dernier sprint et je vais essayer de faire un point un peu régulier sur cette thématique-là. Donc comme je vous l'expliquais la dernière fois, on a un espace consortial dans l'EasyMesure qui est ouvert aux équipes de négociation du consortium, c'est-à-dire tous les collègues qui au sein de leur établissement, portent une ou plusieurs négociations pour les autres établissements du consortium, et parfois le leur aussi. Et ce qu'on fait là, c'est qu'on profite du fait que les données qu'on moissonne auprès des éditeurs sont homogènes entre elles, puisque c'est des données counter, soit au format 5.0, soit au format 5.1, mais ça ne fait pas grande différence à cet endroit-là. Et on peut agréger ces données pour les présenter de façon globale, c'est-à-dire plus établissement par établissement, mais toutes mises ensemble dans un tableau de bord unique. Donc le principe de moissonnage qu'on applique à vos données pour vous proposer des tableaux de bord établissement, il est exactement le même, et en fait c'est le même moissonnage, sauf qu'on en tire parti d'une façon différente en proposant cet espace-là, où on agrège l'ensemble des données récupérées par les moissonnages. Et on fait la même chose pour les données EasyParse, qui n'ont pas tout à fait le même périmètre. Donc pour les négos, les tableaux de bord les plus intéressants, généralement, ce sera les tableaux de bord de l'espace éditeur de cette zone consortiale. Donc dans cet espace-là sont invités tous les collègues qui portent une ou plusieurs négos pour le consortium. C'est le petit tableau là que vous voyez en fond de la diapo. Fred, je te laisse passer à la diapo d'après.
Donc ce que je fais là ces derniers mois, c'est qu'à chaque fois qu'un message passe sur la liste achat du consortium, pour une ressource, pour une négociation à une ressource ou plusieurs, pourvu que cette ressource soit conforme à Counter, je crée un tableau ou plusieurs pour la ressource. Donc il y a des ressources pour lesquelles on a un seul tableau, parce que la ressource fournit qu'un seul rapport. Et puis pour certaines ressources, on a plusieurs tableaux, parce que la ressource fournit plusieurs rapports. Et on applique un peu le même principe que les tableaux de bord génériques dans vos espaces établissements. On crée un tableau, disons, enfin, il ne sera pas générique celui-là parce qu'il est collé à une ressource, mais il est générique dans le sens où c'est toujours sur des rapports maîtres qu'on travaille, enfin la plupart du temps. Et donc là, le mois qui s'est écoulé, enfin le gros mois qui s'est écoulé durant ce sprint, j'ai présenté ces tableaux aux collègues des 4 ressources, enfin 5 ressources qui s'affichent sur la droite. Donc j'ai pu euh, accueillir dans l'espace consortial et dans les tableaux qui sont propres à leur négociation les collègues qui négocient la ressource érudit, les collègues qui sont en train de remettre en route la grosse négo pour le WOS et Scopus, les collègues qui s'occupent de la ressource Cochrane chez Wiley, et puis les collègues qui s'occupent de la ressource Optica, qui s'appelait auparavant OSA, donc Optical Society of America. Donc voilà sur le champ de l'espace consortial et de ce qu'on y fait, avec l'objectif vraiment de fournir par défaut de l'outillage aux équipes de négociation sur la partie stade d'usage exclusivement. Mais voilà, pour qu'ils aient pas trop à réfléchir et qu'ils aient l'idée que ces données existent clé en main pour eux et que l'accès en est assez aisé. Je vais passer la parole à Tom pour la partie fonctionnalité. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler de ce qui est arrivé dans cette sprint sur nos applicatifs et notamment du formulaire de contact et des champs personnalisés à propos des champs personnalisés sur EasyMesure. Donc, on a parlé tout à l'heure des espaces partagés, des espaces applicatifs qui sont basés sur des propriétés qui sont dans vos fiches établissements. Ces propriétés, elles sont rentrées soit par des scripts, soit à la main, et personne n'est parfait, et nous en premier, on peut faire des erreurs. Et certaines de ces propriétés, notamment par exemple les codes UMR, sont visibles par vous dans vos fiches établissement. Donc si on a fait une erreur ou qu'il en manque ou qu'il y en a en trop, vous pouvez utiliser ce formulaire de contact qui est dans la page contact tout en haut, mais aussi il y a un raccourci dans votre fiche établissement pour nous indiquer les changements à faire. Vous pouvez sélectionner la propriété et ensuite vous avez juste à mettre les bonnes valeurs. Nous, on recevra un mail nous disant sur quel établissement, pour quelle propriété et quelles valeurs doivent être supprimées, doivent être ajoutées, etc., etc. C'est plus simple pour nous de recevoir ce mail automatique et bien formaté plutôt que vous nous envoyez un mail contenant la liste des changements. C'est plus simple à gérer, c'est plus simple à trier, c'est plus simple à suivre. Et aussi, je pense que pour vous, c'est aussi plus simple plutôt que de taper dans un mail la liste des changements, alors que là, tout est prêt à être envoyé en bonne et due forme. Ensuite, on va passer à Easy Counter, puisque on a continué de moissonner 2025, les données 2025, et notamment, on a commencé à moissonner le dernier trimestre 2025, donc octobre, novembre, décembre. On a fait quelques stats aussi sur tout ça, notamment sur combien d'établissements ont été moissonnés, etc. Donc, il y a 195 établissements qui ont été moissonnés pour leurs données 2025. 216 points d'accès, dont 129 Counter 5.1. Ça augmente petit à petit, mais ça augmente. Qui représente à peu près 133 000 rapports téléchargés avec un taux de réussite d'environ 70%. Donc pour rappel, comme toujours, et je vais le faire à chaque fois, pour être éligible au moissonnage, il faut que tous les identifiants soient valides. Tout ce qui est non testé ou invalide sont désactivés. Les erreurs, on s'en occupe. Et bien avoir cliqué sur le bouton valider mes identifiants. On a parlé rapidement, mais on a lancé un test généralisé des identifiants Counter dans la nuit du 29 au 30 janvier, un petit peu comme on avait fait l'année dernière, pour
vérifier que tout va bien au niveau des identifiants et des points d'accès, mais aussi pour partir sur une base saine pour le SGBU et ne pas moissonner des identifiants invalides. Donc ça a représenté environ 4300 identifiants, ça a été assez long à faire. Et comme l'année dernière, on a fait des stats. On a remarqué aussi qu'il y a moins d'identifiants invalides que l'année dernière, et on avait 4% en 2025 contre 2% en ce début d'année 2026. Par contre, le nombre d'identifiants en erreur a explosé, dans le sens où on était à 3% en 2025, et là on est à 16% en 2026. Mais c'est principalement des rapports et des JSON invalides. JSON invalide, en gros, c'est quand on s'attend à avoir un rapport counter et qu'en fait on tombe sur de l'HTML, sur autre chose qui indique que la plateforme en fait est tombée pendant le moissonnage. Et les rapports invalides, c'est normal que la proportion est beaucoup plus grosse puisque la validation des rapports Counter 5.1 est beaucoup plus stricte qu'un Counter 5. Donc forcément, on a beaucoup plus d'erreurs. Et en plus, la mise en place de Counter 5.1 a été très progressive et très semée d'embûches côté éditeur. Donc c'est normal, on va travailler avec les éditeurs pour faire descendre ces deux chiffres et n'avoir que très très peu d'erreurs. Je tiens à rappeler aussi que ce test généralisé des identifiants met à jour vos identifiants dans votre espace counter. Espace souche. Oui, counter, pardon. Donc, votre établissement n'est peut-être plus éligible au moissonnage. Donc, je vous invite fortement à aller vérifier que tout va bien dans votre espace, que tous les identifiants sont valides et que le bandeau vert votre établissement est éligible au moissonnage soit affiché. Et je vais passer la main à Yannick. Voilà, le fameux bandeau. Je vais passer la main à Yannick qui va nous parler de ce qui se trame en tâche de fond. Attends, Tom, il faut absolument qu'on parle du remoissonnage du premier trimestre. C'est vrai, pardon, merci Thomas. Donc, nous avons, j'ai pas fait de slide, ça m'apprendra. Non, Nous avons fait un nettoyage du premier trimestre 2025, vu qu'il y avait à la fois du Counter 5, du Counter 5.1, des plateformes qui ont bougé, des plateformes qui n'ont pas bougé. Donc, tout cramé pour repartir sur une base saine. Et on a supprimé toutes les données 2025, sur le premier trimestre en tout cas, avant de les remoissonner. Ce remoissonnage est en cours, il est très long parce que, comme on l'a dit, il y a quasiment 200 établissements pour 200 points d'accès. Il est en cours, il fonctionne pour l'instant, on a des données. Ça devrait finir dans le week-end. Et comme ça, la semaine prochaine, vous aurez des données toutes propres pour le premier trimestre 2025. Et à ce propos, Thomas a envoyé un courrier, je crois, pour les non, utilisateurs. j'ai pas fait un courrier général, j'ai envoyé le courrier seulement aux collègues qui s'en étaient émus, parce on a quelques collègues qui visiblement ont un onglet ouvert sur Easy Mesure en permanence et qui ont remarqué qu'il manquait le premier trimestre là depuis mercredi. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est complètement transparent et c'est très bien comme ça. Donc le premier trimestre 2025 fera son retour dans vos tableaux de bord dans le courant du week-end, je pense, samedi, dimanche, mais lundi matin, normalement, tout devrait être revenu comme avant. Nous, ça nous permet simplement de repartir d'une base propre, parce qu'avec la transition Counter 5 vers 5.1, on avait des phénomènes de décrochage en cours d'année 2025, ce qui pose un peu des problèmes pour l'enquête nationale, la ESGBU, qui va être lancée à la mi-février, enfin qui ouvre ses portes à la mi-février pour les aspects usage de la doc ELEC. Donc il n'y a pas eu de message sur les listes, parce que pour l'instant personne s'en était trop ému, mais si c'est la peine, on a un message qui est prêt à partir pour expliquer ce qui s'est passé. On continue. Eh bien, le travail de fond, c'est toi aussi, Tom. Non, c'est Ah, Yannick pardon. qui Les va nous styles ont parler bougé. du nouveau rôle. Donc on repart sur le travail de fond et on va reparler de quelque chose qu'on a déjà évoqué il y a plusieurs sprints, à savoir l'arrivée du nouveau système de rôle sur lequel on travaille depuis quelques temps. Et donc pour rappel, donc on a travaillé sur une refonte pour rendre le système de rôle un peu plus flexible. Donc le but c'est de pouvoir créer des nouveaux rôles en fonction des besoins qui se présentent et notamment pour pouvoir mieux identifier les différents interlocuteurs dans les établissements. Et donc parmi les nouveautés qui vous concernent vous, on va pouvoir créer des rôles qui seront attribuables
par les contacts des établissements. Alors c'est déjà le cas typiquement en ce moment pour le rôle invité que vous pouvez attribuer à vos membres. Mais donc on va pouvoir imaginer d'autres rôles comme par exemple un rôle gestionnaire counter que le contact pourra attribuer à une ou plusieurs personnes de son choix et qui donnera des droits pour identifier les identifiants counter, pour éditer pardon les identifiants counter, mais aussi pour recevoir les notifications liées au moissonnage. Donc on va pouvoir envisager des rôles de ce genre-là. Donc ce nouveau système, actuellement, il est en pré-production, donc il est sur les rails pour arriver bientôt en production. Et quand ça arrivera en prod, on organisera un webinaire pour vous en reparler un peu plus en détail. Ensuite, parmi les autres nouveautés, nous allons bientôt introduire la notion d'établissement en accès libre. Alors, pour contextualiser un peu, on vous a déjà montré que quand vous vous inscrivez sur EasyMesure actuellement, on vous donne accès à un établissement qu'on appelle de bienvenue, ce qui fait que ça vous permet de voir un peu ce que vous pouvez faire dans EasyMesure, et notamment ça vous permet de jouer avec des tableaux de bord, même si vous n'avez pas encore de données à vous. Donc c'est des tableaux de bord en lecture seule, mais ça vous permet déjà de vous faire une idée de ce à quoi ce que vous allez avoir accès quand vous aurez un établissement. Donc le truc, c'est que cet établissement de bienvenue, bah, dès lors qu'on vous ajoute dans votre établissement légitime, si je peux dire ça comme ça, bah, vous perdez l'accès à l'établissement de bienvenue. Le truc, c'est que bah, vous pourriez toujours avoir besoin d'y accéder, parce que l'établissement de bienvenue, il y a des choses intéressantes dedans, et en particulier si votre établissement n'a qu'un seul type d'espace, typiquement par exemple si votre établissement n'a qu'un espace counter, mais que vous envisagez comment, un jour de charger des données EasyParse, bah à ce moment-là, vous pourriez avoir besoin d'accéder à l'établissement de bienvenue pour aller voir un peu ce que ça donnerait si vous aviez un espace EasyParse. Donc, on aura bientôt la possibilité bah, de dire tel établissement, c'est en accès libre. Et donc, dans ce cas-là, les utilisateurs pourront s'y inscrire librement sans passer par une étape de validation par un contact de l'établissement. Donc, comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire à tout moment dans l'établissement de bienvenue si vous en ressentez le besoin. Et potentiellement, ça nous permettra aussi, dans le cas, par exemple, de webinaire, de vous donner la main si on a besoin que vous accédiez à un établissement pour des raisons de démo. Et donc, ça va aller de pair avec une autre feature qui est la possibilité de quitter un établissement. Tu peux passer à la slide suivante. Euh, donc, ce qui n'était pas encore possible jusqu'ici, c'est-à-dire que jusqu'ici, pour quitter un établissement, il fallait se faire révoquer soit par le contact de l'établissement ou soit par un administrateur. Donc, le truc, c'est que maintenant, on va avoir des établissements, en particulier l'établissement de bienvenue, où on pourra s'inscrire librement. Donc, le pendant, c'est naturellement de pouvoir le quitter librement. Donc, bientôt, vous pourrez quitter n'importe quel établissement juste en cliquant sur un bouton, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Bon, évidemment, c'est un besoin qui est pas très courant pour les établissements classiques. Il n'y a pas de raison de quitter son établissement légitime, mais au moins vous pourrez quitter l'établissement de bienvenue de cette manière-là. Et donc ensuite, on va déterrer. On va reparler d'un vieux sujet. Donc, si jamais vous vous rappelez, il y a assez longtemps maintenant, on avait entamé une grande migration de nos index pour pouvoir garantir un peu une cohérence dans notre nommage et pour mieux nous organiser. Et donc pour que la transition soit fluide pour les établissements qui ont des chargements quotidiens, on avait mis en place un très grand nombre d'alias pour que tout continue de fonctionner correctement. Et on avait commencé une étape de nettoyage donc pour nettoyer ces alias, il fallait qu'on voit les établissements et qu'on leur demande de changer vos scripts de chargement pour passer sur vos nouveaux index. Donc ça, on en avait un très grand nombre, genre pas loin de 200 si je me rappelle bien. Aujourd'hui, la majeure partie des établissements ont fait la transition, ce qui fait qu'il nous en reste un peu moins d'une quarantaine à faire. En sachant au passage, j'en profite, certains établissements en ont profité pour passer sur des index annualisés
qui est une pratique qu'on recommande parce que ça facilite la gestion des données, notamment quand on veut supprimer des années complètes pour les retraités. Et donc maintenant qu'il nous en reste plus que 38, on va devoir donner un petit coup de collier là-dessus, parce qu'il se trouve que ce renommage a pris un peu plus d'importance dernièrement. Donc Dom vous parlait en début de sprint de la question de la sobriété numérique. Et il se trouve que dans le contexte actuel, la sobriété numérique, c'est une question qui se pose pas mal en ce moment. Donc on va avoir besoin d'être bien au clair sur l'organisation de nos données pour les gérer plus efficacement. Et ben, là-dessus, je vais laisser Dominique vous poser un brin de contexte. Ok, oui. Donc c'est pas moi qui fais le travail, mais c'est moi qui en parle un peu. Voilà, donc sur cette question de la sobriété, effectivement, en fait, un des éléments importants, c'est l'arrivée de l'IA. Donc je pense que vous vous en êtes rendu compte, vous vous en rendez compte. Au quotidien, elle a pas toujours, on la choisit pas toujours, hein, elle nous est un peu imposée, mais elle est partout. Elle est partout, elle est envahissante et elle a des conséquences pratiques. C'est-à-dire que typiquement, hein, si vous avez un peu tardé pour renouveler votre ordinateur, acheter votre ordinateur, vous avez pu vous rendre compte que le prix des ordinateurs, même les ordinateurs personnels, il a considérablement augmenté. Et c'est vrai pour beaucoup de choses parce que c'est la consommation des intelligences artificielles en RAM en particulier fait que la RAM est très demandée et les prix ont explosé. Et on en subit les conséquences typiquement dans le service CISI chez nous. Le programme d'évolution du système d'information qui est basé sur des ressources mémoire, hein, des espaces disques. En fait, les budgets ont explosé, c'est-à-dire que là, typiquement au niveau UNIST, nous, on avait commencé à faire une migration et heureusement qu'on l'a commencé, mais elle n'est pas terminée parce qu'en fait, les devis qui avaient été passés il y a 6 mois, un an, en fait, maintenant, les tarifs ont été multipliés par 6, par 10. Voilà, c'est selon si c'est de la RAM, si c'est du stockage. Et donc, du coup, on va être obligé de faire beaucoup plus attention. Bon, c'était déjà une préoccupation, mais on va être obligé de faire beaucoup plus attention. Et typiquement, là, nous, on va prendre des mesures pour pouvoir bien évaluer tout ce que on utilise pour gérer au mieux. Est-ce que c'est réellement nécessaire ou pas? Voilà. Et un des points, c'est typiquement la durée de rétention. Donc, comme Yannick l'évoquait, c'est mieux de ranger les données par année et on statuera en fait sur typiquement dans Easy Mesure combien de temps on va garder les données, c'est-à-dire combien d'années de rétrospective on va garder. Et ça sera probablement une fenêtre glissante, donc sur 2 ans, 3 ans, on verra selon les volumes et selon les besoins qui se manifesteront. En tout cas, on va traiter ce sujet. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on reviendra vers vous sur ce sujet. Typiquement, on a commencé avec Léa et puis Yannick et les autres développeurs à se définir des bonnes pratiques donc qu'on vous invite à aller consulter. Voilà. Bon, si tu as quelque chose à rajouter, Yannick, tu peux en A priori, profiter. c'était clair. Voilà. Donc, la suite, je crois que c'est Léo. C'est ça? Ah non, c'est toi, Non, Yannick. c'est Tom. Ah non, c'est Tom, pardon. C'est Tom. Perdu, c'est C'est moi, Tom. Oui, c'est Tom. effectivement. Ouais. Et aussi sur un problème de gain de place et de. Voilà. Effectivement, puisque nous allons bientôt laisser la possibilité aux utilisateurs de supprimer leur compte. Pour être exact, de demander la suppression de leur compte utilisateur, puisque il y aura un délai de 7 jours où l'utilisateur pourra annuler sa demande. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de vous reconnecter à EasyMesure et la demande sera annulée automatiquement. Bien sûr, vous recevrez des mails pour vous tenir au courant de où en est cette demande, c'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur supprimer le compte, ou lorsqu'un administrateur le fera pour votre compte, vous allez recevoir un premier mail
vous indiquant que votre compte sera supprimé après ces fameux 7 jours. Et au bout de 7 jours, vous aurez un deuxième mail vous disant que votre compte a bien été supprimé. Pour rappel, un compte utilisateur sur EasyMesure, ça contient votre nom, votre mail, vos affiliations aux établissements et un token d'authentification qui est possiblement utilisé pour EasyParse. Donc, renseignez-vous avant de supprimer le compte si votre établissement utilise ce token d'authentification. Par contre, tout ce qui est données moissonnées, espace, identifiant counter, ça, on ne touche pas, c'est lié à votre établissement et pas à votre compte personnel. Une deuxième chose qui arrive, c'est cette fois-ci dans Easy Report, une sélection simplifiée de la date d'un rapport. Dans le sens où actuellement, quand on est en mode avancé, on peut choisir la date de prochain envoi, mais on n'a aucune aide et ce n'est pas vraiment gardé. Dans le sens où, si par exemple on décide d'envoyer un rapport le 1er août, un rapport semestriel, pardon, le prochain peut arriver le 1er janvier. Il n'est pas forcément ce qu'on veut, notamment dans les rapports Counter, où il y a un léger délai entre la période que l'on veut et le moment où on moissonne et donc où on veut recevoir le rapport. C'est pour ça que maintenant, on va avoir une petite interface nous permettant de sélectionner plus précisément le jour et le mois auquel on veut recevoir le rapport. Et cette fois-ci, ce sera sauvegardé et pris en compte à chaque itération. Et je vais laisser la parole à Léo qui va nous parler des différents chantiers structurants. Oui, alors bonjour à tous. Donc c'est un peu une slide de mise à jour en vrac. Donc on va commencer par une mise à jour sur le middleware Easy Paywall. Donc c'est le middleware qui permet d'ajouter des données d'open access dans vos données EasyParse. Donc on a fait un petit patch. L'idée c'était de corriger un problème d'enrichissement. Donc le middleware retournait des valeurs nulles. Et maintenant, lorsque le Easy Paywall renvoie des valeurs nulles, en fait elles ne sont plus injectées dans les données. Les champs ils vont rester vides. Et donc, ça aura pour conséquence que dans les tableaux de bord, ces champs vides, ils vont apparaître dans les missing et non dans nul. Donc, ça permet d'améliorer la lisibilité des données. En deuxième point, on a mis à jour notre outil Outline, donc qui est l'outil qu'on utilise pour mettre à disposition la documentation et la rédiger. Donc, on est passé de la 0.87 à 1.3. Ça apporte une amélioration visuelle parce que on a de nouvelles fonctionnalités qui permettent de différencier les liens externes des liens internes. Ça rend l'interface un peu plus lisible. On a fait aussi en troisième point une petite mise à jour de sécurité pour Analogist. On a mis à jour Mongo. Donc il y avait une faille de sécurité qui était détectée. Et donc on en a profité pour mettre à jour nos dépendances. Et en quatrième point, on a changé notre forge logiciel. Donc c'est ce qui permet de stocker nos dépôts de code. Donc on est passé de Gitbucket vers GitLab. Donc c'est un outil qui est plus récent, mieux adapté à nos pratiques. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette migration. Sur la prochaine slide, donc je vais parler d'un autre chantier, donc le chantier qu'on a travaillé pendant plus de 3 ans, donc ce qu'on appelle le Docker standard. Donc rapidement, le Docker standard, c'est un ensemble de règles et de bonnes pratiques qu'on a mis en place à l'INIST pour uniformiser et optimiser les déploiements d'applications. Donc en fait, pour l'histoire, donc ça a commencé en 2022, donc on n'avait aucun standard de déploiement à l'INIST, et donc ça a généré une situation de hétérogénéité des méthodes, et ça rendait compliqué la maintenance et la mise à jour de nos applications. Et donc on a travaillé tous ensemble pour mettre au point, notamment au sein du réseau ingénieur logiciel, donc qui est un moment d'échange où on échange entre les administrateurs système, les déployeurs et les développeurs de l'INIST, pour mettre en place ce standard-là. Donc dans ce standard, on a plusieurs points, donc notamment l'utilisation de Docker, donc pour pouvoir déployer les applications. On a des normes sur l'emplacement des données, l'emplacement des fichiers de log, les noms de conteneurs et des variables, etc. L'objectif, c'était que peu importe sur quelle machine on déploie une application, qu'elle soit déployée de la même manière et qu'on puisse retrouver les données, les informations au même endroit. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a migré toutes nos applications selon ce standard. Et donc c'est un travail qui s'est déroulé en coulisses, donc ça a duré 3 ans, dans lequel on a travaillé avec notre déployeuse, donc Florence Maréchaux, afin de créer les nouvelles machines, adapter les applications pour les rendre compatibles avec ce nouveau standard. On a dû, par exemple, transformer des lignes de commande en véritables applications. On a également mis à jour les machines et on a migré les données vers ces nouvelles infrastructures.
Et donc, c'est pendant 3 ans, on a continué à mettre en parallèle à jour nos applications et continuer de proposer de nouvelles fonctionnalités en plus de cette migration-là. Et donc, on a fini en fin d'année 2025 avec la migration d'EasyParse. Et le résultat qu'on en tire, c'est que maintenant, pour l'ensemble de nos applications, on a gagné en réactivité, dans le sens où on est plus rapide, et en simplicité, donc on peut plus facilement faire des mises à jour. Et sur cette slide, oui, du coup, la prochaine étape qu'on fait actuellement, toujours en tâche de fond, cette fois, c'est le déploiement en Kubernetes. Donc, alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques pour expliquer ce que c'est Kubernetes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout le standard de déploiement d'applications actuel, hein. Il est utilisé massivement par tous les grands acteurs, hein, que ce soit Google, Amazon ou Microsoft. Et on a aussi dû commencer ce chantier-là parce qu'on a aussi une problématique de coût. À l'Inist, on utilise une application pour gérer le parc machine et sa facture, elle va être multipliée par 8. L'avantage de Kubernetes, c'est que c'est moins cher puisque c'est open source et gratuit. Donc, l'avantage de passer à Kubernetes, bah déjà, c'est que la facture va notamment être plus légère. C'est normé au niveau mondial, hein, puisque la plupart des grandes entreprises l'utilisent. Et surtout, le point très important, c'est que ça apporte un meilleur contrôle des ressources. On va pouvoir mieux attribuer nos ressources, que ce soit au niveau de la RAM, du stockage, en fonction de nos besoins réels. Et c'est ce qu'on cherche à faire au vu du contexte et de la tournure actuelle avec l'IA, etc. Donc on travaille actuellement sur cette nouvelle migration. On a commencé le chantier au milieu de l'année 2024. Et donc, comme pour ce qu'on a fait sur la standardisation Docker, ça va se faire en tâche de fond pour continuer de garantir une transition fluide et ne pas interrompre les services. Et je vais laisser la parole à Fred qui va conclure cette revue de sprint. Merci Léo. Eh bien, les prochains rendez-vous, ce sera le lundi 23 mars 2026 pour la sprint review numéro 15 de Rhythmetrix. Je vous rappelle que vous pouvez regarder en replay toutes les précédentes sprint review sur notre blog, sur la page agenda des rendez-vous sprint review. Vous voyez les replays qui apparaissent avec un lien. Et donc, vous pouvez regarder quand vous le souhaitez toutes nos précédentes présentations. Ensuite, je vous ai mis quelques dates des prochains supports mutualisés. J'en ai mis que deux, mais le mois de février est bien rempli. Donc, vous allez pouvoir consulter aussi eh bien, toutes ces dates sur le blog et aussi par la liste de diffusion que nous vous envoyons chaque semaine. Et les deux prochains rendez-vous, ce sera le lundi 9 février pour une prise en main du module Easy Report en mode avancé. Et le 16 février, pardon, la création d'un filtre update avec les bouquets text sur les tableaux de bord Counter. Voilà. Donc, ce sont des personnalisations avancées et puis un module très, très fiable pour Easy Report qui vous permet d'envoyer eh bien, des rapports en PDF à des listes de diffusion. Et puis, comme on l'a annoncé en début de présentation, on a fait un agenda bien, des webinaires ESGBU, donc dédiés à la présentation du nouveau tableau de bord pour l'année 2026, une année assez particulière puisque c'est une année de transition entre les données Counter 5 et 5.1. Donc ça commence le lundi 16 février l'après-midi, hein, toujours à 14 heures, et jusqu'au 27 avril en sachant que nous enverrons un lien unique par liste de diffusion à l'ensemble des partenaires. Et ce lien vous permettra d'assister à n'importe quel webinaire et même assister à tous les webinaires si vous le souhaitez. Et puis, je voudrais terminer cette sprint avec une petite, je dirais pas une nostalgie, mais un petit souvenir pour quelques collègues qui sont présents d'ailleurs pendant cette sprint. Je pense à Henriette, je pense aussi à Thierry Fournier, je pense eh bien, à qui Céline. d'autre? À Céline Pagliaret. Voilà, donc, eh bien, on va fêter, et on le fête maintenant, pardon, l'anniversaire d'EasyMesure, puisque le top départ d'EasyMesure a été lancé le 1er février 2016. On avait organisé donc une réunion avec les 8 premiers partenaires d'EasyMesure, en sachant nous sommes plus de 300 aujourd'hui. Et voilà, donc c'est des photos souvenirs que Dominique m'a confiées.
Et puis, j'ai pu aussi avoir des photos de Stéphane Gully, qui était aussi à l'origine du projet. Et en deuxième page, vous voyez que, eh bien, on voit Thomas aussi, qui était là, Yannick, euh, et puis Henriette de Daran, hein, on la voit sur la photo, Jacqueline Gillet, tous les collègues qui étaient présents à cette époque et qui sont encore eh bien, présents aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir, hein, de votre soutien. Donc, je remercie Stéphane et Dominique pour les photos. Et puis, bon anniversaire Easy Mesure. Et on se retrouvera peut-être dans 10 ans. Et surtout, félicitations à vous parce que le succès de d'Easy Mesure, c'est vous, hein. Bah, Merci. c'est vous aussi, Henriette, hein, c'est tout le monde. Et C'est nous votre soutien. tous, et c'est trop Voilà, bien. c'est le soutien. Quand on voit que vous êtes là depuis 10 ans, Henriette, donc ça fait très plaisir. Thierry, pareil. Donc, merci, hein, merci à vous. Et bah, peut-être que Dom et Thomas, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cet anniversaire? Non, t'as tout dit, Non, ouais. Frédéric. Moi, je suis assez content qu'on fasse ce qu'on fait dans les conditions dans lesquelles on arrive à travailler depuis 10 ans, et puis encore avant ça, depuis en fait 15 ans, si on repart du tout début avec EasyParse. On a des conditions d'exercice qui sont assez euh, précieuses, à la fois en interne, dans ce partenariat Inis-CNRS et Couperin qui dure et qui dure et qui dure et qui est assez fructueux, et puis dans l'effet de communauté qui s'est mis en place assez spontanément en fait. On surfe sur une sorte de vague là qui s'arrête pas, et déjà c'est très agréable à titre individuel, et puis en plus c'est très encourageant pour ce que ça dit de l'utilité de ce qu'on fait tous ensemble autour des outils Readmetrics. Donc c'est pas seulement l'outillage logiciel, même si ça y joue un grand rôle, hein. Vous avez compris au cours des revues de sprint là, qui se succèdent depuis bientôt 15 ans, les développeurs, le développeur d'abord, et puis les développeurs ensuite, et puis ensuite tout ce qu'il y a autour des développeurs, les fonctionnels, et puis ensuite les cas d'usage établissement, les cas d'usage consortiaux, les cas d'usage recherche, les cas d'usage enseignement, enfin tout concourt à faire qu'on a une sorte d'intégration à tous les niveaux de travail et d'opération voilà, qui sont très satisfaisants, quoi. Bon, je m'arrête là parce qu'après je vais avoir la voix qui tremble et tout. Donc, Oh, Denis, si tu pas veux prendre le pleurer. relais. Non, non, bah après, moi, je suis pas trop anniversaire, mais effectivement, c'est un point marquant. Et ce qui est plaisant, c'est de voir effectivement que bah, c'est ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait projeté, bah, on a réussi à le mettre en œuvre, même si bah, on essaye des choses, ça marche pas, donc on essaye d'autres choses et on voit que bah, il y a des choses qui marchent mieux, il y a des chemins qu'on pensait faciles et qui sont plus difficiles. Des fois, on doit faire un peu machine arrière, on doit interagir avec pas mal d'éléments qu'on maîtrise pas. Bon, après, je pense que enfin, personnellement, c'est assez satisfaisant parce que je considère que c'est aussi une aventure humaine avec toutes ces interactions, même si il y a des gens qui se sont éloignés. Je regrette beaucoup le départ de Stéphane, mais on n'y peut rien. Voilà. Et j'ose à croire que c'est pas fini en fait, et que en fait, l'évolution va se poursuivre, et que on vous proposera encore d'autres choses, alors qu'on imagine mais dont on ne parle pas, et qui va nous permettre de faire évoluer en fait ben, tout cet univers de la doc et tout ce qui est payant et tout ce qui est open source. Et d'aider en fait à faire migrer ce modèle qui n'est pas toujours souhaitable quand on est du point de vue des établissements. Euh, voilà, je pense que tous ensemble on peut y arriver. Et puis je salue en fait aussi tous ces petits jeunes là qui arrivent dans le projet et qui font que ça lui donne sa force et cette énergie en fait, voilà, qui ne diminue pas, je dirais. Voilà. Ouais, les vieux sont restés jeunes et les jeunes sont jeunes. Du coup, il y a que Les jeunes gagnent en expérience. les jeunes vieillissent et les vieux rajeunissent. Ouais, ouais.
C'est un projet de Voilà. jouvence en quelque sorte.